Merci d'être venus nombreux et d'avoir bravé, si j'ai bien compris, le déluge dehors pour venir assister au meet-up. Donc je vais commencer par me présenter rapidement. Donc moi j'ai rejoint Indie il y a un peu plus de 4 ans en tant que product manager. Dans un premier temps sur un sujet passionnant qui est la TVA, qui s'est ensuite assez rapidement... C'était pas une blague. Qui s'est assez rapidement élargi pour en fait englober l'ensemble des fonctionnalités transverses et on va dire de la satisfaction de nos clients existants. Et donc ça pendant environ 3 ans et demi, et puis un peu plus récemment, j'ai un petit peu changé et je suis désormais lead product manager sur une tribe de 3 équipes dont la mission c'est de créer la partie du produit qui automatise les déclarations fiscales de nos clients. Donc ça c'est la partie payante de notre produit. Donc, moi ce soir, je vais vous partager une expérience sur un sujet que j'ai eu la chance de mener en tant que PM récemment chez Indie, c'est la création de notre application mobile. Peut-être avant de me lancer, un sondage rapide à main levée pour voir un peu quel est votre niveau de connaissance déjà initial sur le sujet mobile, peut-être sur une échelle de j'y connais rien de rien et je lève la main bien haut à je suis expert et je laisse mes mains là où elles sont. Ok, bon, pas mal d'experts quand même. Super. Ouais, donc du coup, je disais la chance parce que d'une part, quand on fait du produit, c'est cool de travailler sur des sujets où on sait qu'on va avoir un large impact, en l'occurrence une application qui va être amenée à être mise entre les mains de dizaines de milliers de personnes. Ensuite, c'est un sujet quand même un peu sexy. Nous, chez Indie, on fait aussi beaucoup de sujets qui ont trait à la compta, où du coup on est plutôt sur du calcul et de remplir des déclarations. Je dénigre pas du tout cette partie, d'ailleurs elle est passionnante. Mais c'est sûr que voilà, en tout cas ça change et c'était un peu sympa comme sujet. Et puis enfin, chance aussi parce que d'un point de vue enseignement, enrichissement personnel, c'était super instructif et du coup je vais essayer de vous partager ça ce soir. Et pour faire ça, j'ai prévu un déroulé relativement chronologique en essayant de m'attarder uniquement sur les sujets qui m'ont semblé intéressants et du coup en passant beaucoup plus vite sur d'autres. Donc si jamais dans les choix que j'ai faits, il y a des sujets que je survole, voire que je n'aborde pas alors que vous aviez des attentes pour ça, n'hésitez pas à lever la main à la fin du talk et j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Je vais pouvoir passer cette slide puisque Com a brillamment fait l'introduction voilà, de ce qu'était Indie en 2 mots. Voilà, je crois que tu as tout dit, donc je ne vais pas faire une redite. Pour revenir donc au sujet mobile, donc à l'époque, on fait un zoom un peu, un retour dans le passé. On est fin 2021, donc moi je travaille à l'époque sur les sujets de satisfaction client. Et donc notre North Star, c'est le NPS, donc c'est vraiment le KPI qu'on pilote et qu'on suit. Donc NPS pour Net Promoter Score, vous connaissez probablement puisque c'est un indicateur assez standardisé qui reflète en fait à quel point vos clients vous recommandent auprès de leur entourage. Et donc, petite parenthèse pour vous décrire comment est-ce qu'on travaille pour prioriser les meilleures initiatives pour améliorer la satisfaction client. En fait, notre point d'entrée, c'est justement l'analyse des NPS. Donc, c'est des enquêtes qu'on soumet à nos clients à chaque fin de cycle. Donc, chez nous, le cycle se termine au moment où le client va clôturer son exercice fiscal. Voilà, grosso modo à quoi ça ressemble. Vous en avez tous déjà vu plein de 0 à 10, à quel point est-ce qu'on recommanderait Indie. Et puis, il y a ce petit champ texte qui permet aux personnes de soumettre des recommandations d'amélioration. Et en fait, c'est une matière première hyper riche pour nous parce que en fait, ce petit questionnaire, il est rempli par plus de 50% de nos clients qui mettent une note et 15% d'entre eux prennent le temps, avec leurs petits doigts, de nous écrire un feedback pour nous faire des suggestions d'amélioration. Donc, fin 2021, on a un volume de plus de 2000 feedbacks textuels à analyser. Donc, on fait ça nous, on a choisi Harvester comme outil pour centraliser tous les points de données, des remontées à la fois du terrain,
donc là, c'est un canal direct entre le client et nous. On a aussi des conversations qui nous viennent du support client. Et donc, on analyse tout ça pour voir un peu quels sont les meilleurs sujets, quoi. Et alors, fin 2021, le sujet qui arrive en numéro 1, mais de manière écrasante, c'est des clients qui demandent une application mobile. J'ai mis 3 verbatim pour illustrer. Alors, c'est qu'une demi-surprise parce que c'est quand même le sujet qui revient en haut de la pile depuis pas mal de temps. Mais là, c'est assez impressionnant et ça représente plus de 10% des personnes de l'échantillon. Et c'est 2,6 fois plus que le sujet numéro 2 qui est la demande d'un module de facturation qu'on n'avait pas encore dans l'app. Donc, on serait tenté de se dire, OK, c'est un no-brainer, quoi, faisons une application mobile. Et en fait, quand on regarde de plus près l'impact qu'on va pouvoir avoir avec cette initiative, ça apporte quand même pas mal de nuances parce qu'il se trouve que donc la plupart des clients sont satisfaits d'Indy, mais vraiment quand on zoome sur ces plus de 200 clients qui nous disent « j'aimerais bien une application mobile », et ben en fait, on se rend compte que c'est des clients qui sont déjà hyper satisfaits par ailleurs. Ce qui du coup nous amène à nous questionner parce que si je reprends le fait que mon KPI c'est le NPS et que là j'adresse des gens qui sont déjà promoteurs, en fait l'impact que je vais avoir sur cet indicateur, il va être relativement faible puisque on ne peut pas être plus promoteur que promoteur, quoi. Donc c'est juste pour dire que on ne balaye pas d'un revers de main le fait que c'est le sujet numéro 1 qui est demandé. Simplement, ça apporte pas mal de nuances, sachant d'autre part qu'on anticipe, même si à ce stade on n'a pas fait une étude très poussée, mais que ça va demander un niveau d'effort très conséquent de développer une application mobile. Et par ailleurs, on a plein d'autres sujets hyper impactants. Donc, finalement, ce seul angle de la satisfaction client ne nous suffit pas jusqu'à présent pour se lancer dans le développement de l'application mobile. Et en fait, fin 2021, ce qui va venir un peu changer la donne, c'est un nouvel élément. Et ce nouvel élément déclencheur, c'est le fait qu'on s'intéresse à lancer un modèle freemium. Alors, pour expliquer un peu cette histoire de modèle freemium, je prends 2 secondes pour expliquer le contexte stratégique de la boîte à cette époque-là. Et j'ai mis une citation de Com qui nous avait mis dans la plénière de fin d'année. En gros, tous les voyants sont au vert sauf la distribution. Donc ça veut dire que les clients qui viennent jusqu'à nous, ils s'abonnent, ils sont hyper satisfaits du produit et du service, ils restent chez nous, et simplement, on a du mal à faire vraiment boule de neige et à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui viennent jusqu'à nous. Et en fait, si on creuse un petit peu ce diagnostic, on se rend compte que là où on a vraiment le plus de mal, c'est pour adresser ce qu'on appelle le stock. Donc nous, chez Indy, ce qu'on appelle le stock, c'est les indépendants qui sont déjà établis en tant qu'indépendants depuis plusieurs années et qui ont déjà un fonctionnement en place, ce fonctionnement étant dans l'immense majorité des cas un expert comptable, là où on parle plutôt de flux pour les gens qui se lancent et qui s'installent, quoi. Et donc le constat en fait qu'on dresse à ce moment-là, c'est que ça patine, on a du mal à faire venir ces gens qui fonctionnent avec un comptable, voilà, pour tout un tas de raisons. Mais voilà, quand on les interviewe, on se rend compte que ils n'ont pas particulièrement, ils ne sont pas dans une démarche où ils cherchent à changer. Et voilà, c'est vraiment compliqué de les faire venir. Et donc, l'initiative stratégique qu'on retient pour résoudre ce problème, c'est de se dire, on va créer un produit gratuit qui va fournir quelques basiques pour gérer son activité. Et on va le positionner non pas en remplacement du comptable, mais en complément. Et donc, ça fait l'hypothèse que ces gens-là, qui fonctionnent avec un comptable et qui en sont satisfaits, ils ont quand même probablement d'autres irritants. Et si on arrive à faire un produit super bien pensé, qui résout ces problèmes, qui en plus est gratuit, on a toutes les chances de les faire venir chez nous pour ça. Et donc, vous avez probablement compris que l'idée stratégique, c'est qu'en fait, c'est la première demi-marche de les faire venir chez Indy, en restant avec leur comptable, et qu'une fois qu'ils auront été hyper satisfaits du produit,
on pourra éventuellement re-envisager d'aborder la question de franchir la demi-marche restante. Mais donc, en fait, une fois qu'on a dit ça, c'est encore au stade d'hypothèse. Et donc, il y a une discovery qui est menée par Amélie, en l'occurrence, qui va mener pas mal d'interviews sur cette cible. Et en fait, ce qu'il en sort, c'est que, oui, ces personnes-là ont effectivement des irritants, des pain points, comme on dit. Et en fait, ils se concentrent principalement sur deux besoins. C'est la facturation des clients et la gestion des justificatifs de dépenses qu'il faut fournir au comptable. Et quand on regarde un peu le paysage concurrentiel, y a pas mal de solutions qui adressent ces thématiques, souvent soit l'une, soit l'autre, ou soit les deux, mais ce n'est pas gratuit. Et donc, on se fait la conviction qu'il y a une place à prendre pour fournir gestion des justificatifs et modules de facturation de manière 100% gratuite pour aller toucher ces freelances, ces prestataires de services B2B qui fonctionnent avec comptable. Et en fait, on se dit aussi que pour que ce soit un succès, pour convaincre ces personnes d'utiliser le modèle freemium, il va falloir qu'on ait une ergonomie très supérieure, notamment sur mobile. Donc ça, c'est un des outputs de la discovery. Alors pourquoi ergonomie très supérieure? Parce que tout simplement, tous ces acteurs existants face à qui on va se positionner en concurrent, certes en étant gratuits, en fait, on se rend compte que sur un sujet comme la gestion des justificatifs, ils ont tous une belle application mobile, une UX bien léchée avec de la reconnaissance d'image, où on va extraire tout un tas d'informations, des tickets de caisse et des factures, parfois même de la retouche, recadrage d'images, etc. Et donc si on veut pouvoir exister face à eux, et pas seulement exister, mais s'imposer, il va falloir qu'on propose nous aussi ce type d'expérience utilisateur. Donc là, en fait, on commence à voir les planètes s'aligner parce qu'au départ, on a des insights sur la satisfaction client avec des clients qui nous demandent massivement « on veut une application mobile pour gérer nos justificatifs ». Là, on se dit qu'en plus, ça semble être un pilier pour pouvoir garantir le succès du modèle freemium que de proposer une application mobile qui va notamment adresser le problème des justificatifs. Et puis, j'ai rajouté une troisième planète. En plus, je peux me permettre de le faire puisque c'est désormais, c'est pas un secret. Donc, à l'époque déjà, on a en tête qu'à un moment donné, on va vouloir lancer une offre de compte pro, donc de compte bancaire professionnel. C'est d'ailleurs une initiative qu'on avait déjà commencé, qu'on avait non pas annulée, mais mise en pause. Et donc, on sent bien qu'on va vouloir reprendre le sujet à un moment donné. Et donc, le jour où on va reprendre ce sujet, ça veut dire que si on veut faire une banque 100% digitale qui offre un compte pro, on va se positionner face à des acteurs type Conto, Shine. Et en fait, on ne peut pas aller faire une banque 100% digitale si on n'a pas une application mobile. Ça n'a juste pas de chance de fonctionner, quoi. Donc, on se dit qu'en plus de ça, ça permettra d'avoir la première marche pour ensuite venir faire le compte pro. Donc, la somme des trois éléments fait que fin 2021, on se dit « Ok, on est chaud, on se lance ». Alors du coup, l'étape d'après, c'est de quand même mener un bout de discovery supplémentaire parce qu'on se pose deux questions principales, mais notamment la première, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans cette application? Ce qu'on sait de manière sûre, c'est que, on va dire, la fonctionnalité à plus fort impact, ça va être la gestion des justificatifs. Si on regarde la stratégie freemium, mais si on se dit, on va aussi mettre cette application entre les mains de nos 25 000 clients, du coup, voilà, qu'est-ce qu'on met dedans? Et l'autre point aussi qui est assez dimensionnant à ce stade, c'est qu'il y a un choix de techno à faire, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc je vais vous parler de ces deux choses. Alors pour le premier sujet, comment on s'y prend? En vrai, on se dit, on a 250 clients en plus qui nous adorent, qui nous disent qu'ils veulent une app. Allons interviewer ces gens-là pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent au quotidien, pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils veulent une application mobile, c'est quoi le problème, voilà, c'est quoi leur usage.
Et donc c'est ce qu'on fait. Et les enseignements qui sortent de ces interviews, c'est que la plupart des clients font tout sur leur téléphone, enfin tout ce qui touche à Indy déjà. Alors, j'avoue que pour moi, c'est un peu une surprise parce qu'autant ce qui relève de la gestion. Je vais essayer, mais ça va être compliqué. Mais je vais essayer. Ce qui relève de la gestion du quotidien, on va dire, donc vérifier mes transactions, ajouter mes justificatifs, ça, on l'avait bien dans le radar. Il y a le pilotage qui est remonté par quasiment toutes les personnes, et ça, j'avoue voilà, c'est un peu un apprentissage pour nous, mais ça semble être vraiment un must-have que d'aller régulièrement, voilà, regarder mon chiffre d'affaires sur le mois, mes charges, voilà, regarder mon résultat. Et il y a même le volet déclaratif, où alors là, pour le coup, j'aurais pas du tout misé dessus, mais il y a plein de gens qui nous disent, bah ouais, nous, voilà, on fait ça sur téléphone, quoi. Et ensuite, quand on les interroge sur les frictions principales, il y en a deux. La première, ça semble évident, mais c'est l'accès à l'application. Donc très concrètement, comment les gens font, puisqu'ils font tout sur téléphone, ils ont un onglet de leur browser qui peut être Chrome, Safari, que sais-je. Pour les mieux organisés, ils gardent cet onglet toujours un peu actif, où ils sont logués dessus, comme ça ils peuvent le retrouver. Les moins organisés retapent app.indy.fr avec leur petit doigt. Donc ça, voilà, c'est vraiment gênant. Et puis après, il y a quand même, malgré tout, la fluidité, la navigation, enfin, bref, tout ce qui fait que quand on est sur téléphone, ce à quoi on s'attend en termes d'interface, c'est d'avoir quelque chose qui est pensé mobile first, voilà, qui en fait qui est au niveau de toutes les autres applications qu'on a sur nos téléphones. Et c'est pas une information, mais c'est une confirmation que la killer feature, en tout cas celle qui va faire vraiment l'effet waouh, c'est l'ajout des justificatifs de dépenses au moment de l'achat. Donc vraiment le use case attendu, c'est je sors du restaurant ou d'un magasin, que sais-je, et j'ai mon ticket de caisse. En fait, je sors mon téléphone, je le prends en photo, il est ajouté automatiquement sur Indy, et je peux le jeter, je ne suis pas obligé de le garder précieusement dans une enveloppe ou une boîte à chaussures. Et donc, avec tous ces enseignements, on fait le choix de partir sur un périmètre restreint qui contient que les actions du quotidien. Donc, le corollaire, c'est qu'on ne va pas mettre dedans tout ce qui touche à la partie déclarative, alors même que certains clients nous disent bah ouais, moi je fais tout sur mon téléphone. On fait le choix de ne pas le mettre. Pas non plus la partie devis facture, gestion du compte. Vraiment, on reste sur un périmètre très restreint. Alors pour deux raisons. La première raison, c'est que du point de vue de la démarche produit, c'est hyper important pour nous de faire déjà un premier périmètre sur ce qui va vraiment avoir le plus de valeur pour nos clients. Et ensuite, on itérera. Et donc, voilà, ce qui nous a semblé, c'est que c'est vraiment la gestion du quotidien qui est le plus gros pain point qu'on veut adresser. Et la deuxième raison de ce choix, je vous ai mis des petits pictos pour voir un peu quelles sont les fonctionnalités qui vont faire partie du scope de ce qu'on offre 100% gratuitement à nos clients et ce qui, à l'inverse, n'est accessible qu'à nos abonnés payants. Et en fait, on veut un scope qui soit 100% gratuit parce que ça nous enlève une épine du pied vis-à-vis des politiques des plateformes Apple et Play Store par rapport aux boîtes qui ont un modèle d'abonnement. Donc, je vous en parle 2 secondes. Lorsqu'on a un modèle d'abonnement, si jamais l'application mobile propose des fonctionnalités qui sont réservées aux abonnés, il devient obligatoire que l'utilisateur puisse s'abonner en autonomie depuis l'application. Premier point. Et du coup, de là découlent 2 choses. Une première qui est presque un non-sujet, c'est qu'il doit aussi pouvoir se désabonner. Mais surtout, le deuxième, c'est que s'abonnant depuis l'application, Apple et Google veulent prendre leur part du gâteau sur le montant de l'abonnement. Et en l'occurrence, ils se prennent une belle grosse part.
Et donc, le fait de faire ce choix, ça fait que on n'est pas embêté par ce côté et on peut garder un fonctionnement où pour s'abonner, il faut aller sur le site web et on ne donne rien à personne. Alors ça, quand on fera les premières releases Apple, il faut quand même bien leur expliquer parce qu'ils viennent nous poser la question. Ils ont vraiment besoin d'être sûrs de pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas du pognon. Ensuite, je disais tout à l'heure que le choix de la techno, ça a été aussi une étape déterminante. Pour vous en parler un tout petit peu, donc j'ai vu qu'il y a quand même plein d'experts, mais il y a eu des mains qui se sont levées. Alors, je prends quand même le temps d'expliquer, mais rapidement. En gros, il y a 3 grandes familles de techno pour simplifier. Ce que j'appelle WebView, c'est des applications où c'est comme s'il y avait une seule fonctionnalité qui est une espèce de browser full page dans lequel va s'exécuter la version responsive de l'application web. Donc, sauf que donc on va avoir bien une icône sur l'écran d'accueil. C'est un browser où il n'y a pas la barre d'URL, mais concrètement, c'est une coquille vide dans laquelle s'exécute l'application web. À l'opposé, les applications natives, donc elles sont développées en code natif. Donc, ça veut dire que sur iOS, c'est Objective-C Swift. Sur Android, ça va être Java ou Kotlin. Donc c'est des langages qui sont différents. Donc, un code pour l'un, un code pour l'autre. Et au milieu, les applications hybrides. Donc, c'est une famille. Il y a plein de technologies qui permettent de faire des applications hybrides. Je peux en citer quelques-unes. Donc, il y a React Native, Flutter. Vous connaissez peut-être Ionic aussi, qui est assez connu, ou Xamarin. C'est des applications où il y aura bien un unique code pour toutes les plateformes. Et schématiquement, c'est comme si en bout de chaîne, quand on build, il y a une espèce de brique de transformation qui va générer le code natif pour iOS et générer le code natif pour Android. Donc c'est du pseudo-natif. Du coup, cette partie choix de techno, elle est pilotée chez nous par la tech. C'est eux qui vont définir la scorecard, qui vont faire les benchmarks. Nous, les critères, il y en a un, c'est le rendu. Ça, c'est le côté user-centric, où on a besoin de s'assurer que le rendu final, ça va être au niveau en fait, de n'importe quelle application, on va dire, haut de gamme. Et ensuite, il y a d'autres critères sur, par exemple, la maturité de la techno. Est-ce qu'elle est portée par une grande communauté? Est-ce que la courbe de montée en compétences, elle est plutôt rapide ou pas? Est-ce que ça va être simple ou compliqué d'internaliser les ressources? Parce que, du coup, vous l'avez deviné, c'est quand même dans nos ambitions de pouvoir internaliser les ressources. Ça permet de faire ensuite évoluer plus simplement l'application et ça permet que le jour où on veut, par exemple, développer le compte pro, on a déjà les ressources en interne et on a la main là-dessus, quoi. Et donc nous, on choisit une technologie hybride, en l'occurrence React Native. Donc à ce stade, on finit la discovery initiale et j'en profite pour dézoomer et vous montrer un peu la timeline puisque c'est peut-être une question que vous vous posez. Donc on est fin janvier, on a un objectif de mi-octobre qui est la date prévue pour le lancement de l'offre freemium. Et donc l'idée c'est d'être prêt à ce moment-là, même un petit peu avant idéalement, ce qui nous fait une fenêtre de delivery de 8 mois. Et comment on est organisé pour ça? Donc côté produit, il y a un PM, c'est moi, et on a une designer, mais qui en vrai va intervenir à des moments clés, mais qui n'est pas du tout full-time. En fait, c'est une personne qui est à l'époque rattachée plutôt au département marketing, mais qui du coup va quand même nous aider sur la partie design. Et côté tech, on a une squad, j'allais dire, classique chez Indie. Alors, classique, tendance un peu grosse quand même, mais on a un lead dev et 5 développeurs, avec comme chose notable qu'il y a plusieurs développeurs qui ont déjà des connaissances en React Native. Et parmi les 5, il y a aussi la personne qui
chez Indy est le référent front. Donc c'est lui qui voilà, est en charge des guidelines, du design system à l'époque. Et lui, en fait, il va jouer le rôle de product designer. On va travailler tous les deux sur la partie design de l'application. Et, je ne l'ai pas mentionné, mais dès le début, la première chose qu'on fait, c'est recruter un expert freelance, donc quelqu'un qui a déjà développé plusieurs applications en React Native. Et en fait, pourquoi on fait ça? Lui, il va avoir un double rôle, c'est qu'il va nous former. Et puis, chemin faisant, il va nous aider à poser les premières bases de l'application. Et en fait, pour nous, ça nous permet de s'assurer qu'on va pas tomber dans les pièges de celui qui ne l'a jamais fait. Et du coup, il nous apporte son expérience pour nous aider à ne pas faire d'erreur et à partir directement sur les bons rails. Et donc, il sera avec nous un jour par semaine pendant quelques mois. Donc après, pour la delivery, dès le kick-off, on parallélise conception et développement. Très concrètement, ça veut dire que les développeurs, au début, les specs, c'est ça, quoi. Ils ont des wireframes et ils commencent à poser déjà l'architecture du back-end, l'architecture de l'application avec la navigation, etc. Et puis, pendant ce temps-là, nous, côté produit, on avance sur les maquettes, on itère, on fait tester par des gens, etc. Mais les développements commencent déjà en parallèle. Et puis, vous avez peut-être vu sur la slide précédente qu'une des bonnes pratiques qui nous est chaudement recommandée par notre développeur freelance et qu'on applique dès le début, c'est de très régulièrement soumettre notre application à Apple en review, quand bien même la plupart des pages sont juste des pages blanches, quoi. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que le but, c'est à la fois de s'entraîner à cette espèce de chaîne de production. Donc la review, elle dure en ordre de grandeur 24 heures. Et ça nous aura permis d'éviter certains écueils, ou en tout cas de se rendre compte tôt. Alors là, je vous l'ai fait sous forme de jeu des 7 différences. Bon, en l'occurrence, vous avez sûrement eu le temps de le trouver, et en plus, il n'y en a pas 7, il y en a une. Mais ça, c'est des vrais screens de l'app actuellement en prod. Sur iOS, sur la page d'accueil, de quand on vient de télécharger l'application, on n'a pas de bandeau qui dit que si on n'a pas encore de compte, on peut aller le créer sur indy.fr. Et alors, à votre avis, est-ce que c'est un choix produit ou pas? La réponse est dans la question, non. Simplement, Apple nous l'interdit. Et en fait, on soumet une release comme d'habitude et ils nous disent on a l'impression d'avoir trouvé une issue dans votre submission. Et en fait, Apple nous dit si tu veux que le client crée son compte depuis l'application, il faut obligatoirement que tu lui permettes de supprimer son compte en autonomie depuis l'application. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Déjà parce que, même sans se parler d'application, sur la web app, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas faire. Il faut passer par le support client pour voir son compte supprimé. Et donc, très honnêtement, ça nous embête. Surtout qu'on se dit, autant pour nos clients, finalement, qu'ils ne puissent pas aller créer leur compte, c'est pas gênant, quoi, puisqu'ils ont déjà un compte, ils sont clients. Par contre, pour les personnes qui vont découvrir Indy via les publicités sur le fait qu'il y a un produit gratuit, c'est un peu plus gênant. Malgré tout, on fait le choix donc, de retirer la mention sur Apple. C'est un choix contraint, on est obligé, mais on a d'autres chats à fouetter. Donc voilà. Et pourquoi, en fait, je disais c'est vachement important, on est content d'avoir pris le pli de faire des submissions hyper souvent, c'est que c'est le genre de truc que tu es vraiment content de découvrir bientôt dans ton projet et pas la veille de ton go live. Donc ensuite, autre truc hyper important qui, pareil, nous est vraiment chaudement recommandé par notre
freelance, c'est prévoir une phase de bêta-test, si possible, idéalement, un mois avant, au moins un mois avant la release. Bon, en l'occurrence, le au moins, on n'aura pas réussi à le faire, mais voilà. Et en fait, ça a deux objectifs. Le premier, c'est de tester les flows en conditions réelles, donc tester la usability du produit. Jusqu'à présent, voilà, on a fait des maquettes, on a fait tester sur maquette, mais là, voilà, tester en conditions réelles, notamment sur les questions de fluidité, de rendu, puisqu'on est sur une technologie hybride et non pas 100% native. Et le deuxième point, c'est d'éprouver l'application sur la plus grande diversité possible de devices et de versions d'OS. Alors, pourquoi? On a découvert après coup que l'enfer des développeurs d'applications mobiles, c'est dans le fait d'avoir parfois un bug qui ne se produit que pour ce téléphone dans cette configuration, et c'est super chiant et compliqué à gérer. En l'occurrence, on l'a expérimenté. Juste là, j'ai pris, la semaine dernière, je suis allé prendre des screens pour un peu illustrer ce que ça veut dire diversité de devices. Sur Android, les 30 derniers jours, on a eu 931 devices différents qui ont utilisé notre app. Et sur iOS, quand même 71. Donc Et en fait, alors, c'était pas pendant la phase de bêta, ça nous est arrivé plus tard. L'application était déjà release, on a été confronté au problème. Et concrètement, on a une première personne qui nous écrit pour nous dire ah, j'ai un bug, l'application, je la lance. En fait, tout est figé, je ne peux rien faire, je peux appuyer nulle part, je ne peux pas rentrer mon login. Bon, ok. Impossible de reproduire. Deuxième personne qui rencontre le bug, qui nous met en plus une étoile sur le store. Donc, ça ne marche pas et tout. Bon. Et en fait, il se trouve qu'ils ont tous les deux un OnePlus 6. Donc on se dit, bon, ok, est-ce qu'un message sur Slack en interne, est-ce que quelqu'un a un OnePlus 6 ? Moi j'ai un OnePlus 5, bon ok, OnePlus 5, ça marche, bon. On est bloqué, impossible de reproduire le bug, on contacte le client, est-ce que vous pouvez supprimer l'application, la réinstaller ? Mais est-ce que vous avez éteint votre téléphone ? Donc on leur fait faire des manips, ça ne veut pas quoi. Et en fait, le coup de bol qu'on a, c'est que le troisième client avec un OnePlus 6 qui expérimente le bug, super sympa, il nous écrit, voilà, ça marche pas et tout. Il nous propose son aide pour voir ce qu'il en est. Donc, je le contacte. Et le mec, son métier, c'est développeur d'applications mobiles. Donc déjà, je me dis, ok, trop bien. Et donc, super sympa, il nous dit, bon, on peut faire un partage d'écran, donc il y a moi et je ne sais plus si on est 3-4 devs derrière l'écran. Lui en partage d'écran, il branche son téléphone, il lance son Android Studio, il nous montre, voilà, vous voyez, je lance, ça crache, ouais, on voit ça crache, et il nous envoie les logs du crash, et ça nous permet de corriger le bug, et donc tout est bien qui finit bien, on recontacte la personne qui avait mis une étoile pour lui demander s'il peut faire la mise à jour, tester que c'est OK. Et puis il change sa note, et donc voilà. Et du coup, c'est vraiment la crainte en fait, c'est que des fois, sur un téléphone un peu farfelu pour X raisons, l'application elle va planter à un endroit et on ne sait pas pourquoi. Donc on organise une phase de bêta, donc même stratégique pour les interviews. On se dit franchement, j'ai 250 clients qui me disent ce serait Noël si vous faisiez une application mobile. Je vais leur dire, écoutez, je suis le Père Noël, on est en train de faire l'application mobile, est-ce que vous voulez être bêta-testeur ? Ils vont tous dire oui, quoi. Premier enseignement, mais qu'on savait déjà un peu, mais ça le confirme, les gens ne lisent pas les mails. Donc, on n'a que 58 clients qui s'inscrivent pour participer à la phase de bêta. Et deuxième enseignement, c'est pas parce que les gens disent qu'ils vont tester qu'ils vont tester. Donc, sur ces 58 clients, on a beau leur écrire pour dire ça y est, c'est bon, allez, voilà. En fait, au final, on n'obtient que 13 feedbacks quali écrits, et encore, il faut vraiment que j'aille les chercher avec les dents à relancer. Est-ce que vous avez pu tester, etc. Donc, ce qui est positif, c'est que sur le côté usability,
tous les retours sont hyper positifs. Bien sûr, il y a des suggestions d'amélioration. En même temps, c'est normal, l'application n'est même pas terminée, il reste encore un mois. Mais bon, dans les grandes lignes, c'est hyper positif. Par contre, sur le côté éprouver l'application à plein de devices différents, avec 13, on est un peu ledge, quoi. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on organise un hackathon en interne, donc qui se passe ici. Il y avait des tables à l'époque, où on convie tous les indies qui ont un téléphone, et donc a priori, c'est tous les indies, à venir tester l'application avec comme consigne de vraiment la torturer, quoi. N'hésitez pas à cliquer partout, faites des dingueries. Au final, on arrive à réunir quand même 50-60 personnes en after work. Voilà, on a prévu aussi des bières et du saucisson pour que ce soit un moment convivial et tout. Et donc, le stress test est un succès au sens où on arrive quand même à trouver 20 bugs. C'est pas rien, mais c'est des bugs mineurs. Plein de suggestions d'amélioration, mais globalement, la usability est super OK et pas de gros soucis pour partir en release. Et donc, après une semaine de debug, on est le 11 octobre 2022. On est vraiment pile dans les clous du timing, sachant qu'en plus, entre-temps, la date de communication de l'offre gratuite s'est décalée, donc on s'est gagné un petit peu de marge. Et donc, j'ai la fierté d'écrire ce message sur Slack pour annoncer que l'application est live. Et comme ça fait une bonne demi-heure que je vous en parle, vous avez peut-être envie de la voir. Donc, comme c'était une vidéo, je vous la passe. C'est pas Pixar, hein. Voilà, et donc on est content, on a une app sur les stores. Évidemment, il n'y a personne qui l'utilise, puisque tant qu'on ne communique pas dessus, personne ne sera au courant. Et donc notre prochain objectif, notre prochain enjeu, il est en fait double. On a la cible de, d'ici 2 semaines environ, on va vouloir communiquer massivement sur le produit gratuit. Et donc dans cette optique, ce serait cool qu'il y ait déjà des premiers avis 5 étoiles, des utilisateurs qui ont téléchargé l'app, parce que autant nos clients, c'est OK, et ils sont clients, ils savent que Indie, c'est une vraie boîte, qu'il y a un vrai produit et tout, donc s'ils arrivent et qu'ils voient qu'il y a moins de 50 téléchargements et 0 avis, c'est OK, mais pour les autres, donc on voudrait qu'il y ait un peu de volume, et en même temps, on se dit, si on est honnête avec nous-mêmes, il y a une petite centaine d'utilisateurs qui ont testé l'app, et même plutôt moins, quoi. Et donc, si on envoie la sauce directement, ça fait un peu peur parce que pour le coup, si jamais tu as un gros bug, tu te retrouves à avoir une énorme vague de support à gérer, peut-être plein de gens qui vont aller mettre des avis négatifs. Du coup, tu n'as quand même pas très envie que ça t'arrive. Donc, avec ce double enjeu, on établit une stratégie un peu bien ficelée en se disant on va faire un truc smart, c'est qu'on va commencer par cibler uniquement 500 clients qui sont hyper satisfaits du service en plus, incluant les 250 qui ont demandé l'application mobile. Comme ça, en plus, on peut leur demander d'aller nous noter. Vu qu'ils nous aiment bien, ils seront sympas, ils iront le faire, etc. On va y repenser, c'est un peu dark pattern d'ailleurs de cibler que les clients satisfaits pour les noter, mais bon, je pense que tout le monde le fait. Et puis après, si on a atteint notre objectif, voilà, on élabore scénario A, scénario B. Si on n'a pas les reviews, on activera plus tôt. Sinon, on va vraiment, sur un mois, en fait, rajouter ensuite des utilisateurs. Donc ça, c'est le plan. Et puis, je vous ai mis, je pense que vous avez reconnu une délicieuse tarte tatin. Pourquoi j'ai mis une tarte tatin? Je pense que vous connaissez l'histoire de la tarte tatin. C'est que le plan ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Et pourtant,
Alors, elle n'est pas là, mais j'avais pris mes précautions parce que je rédige le mail sur Intercom. Mais moi, je ne suis pas méga familier d'Intercom. En plus, par le passé, ça m'était arrivé de faire une petite bêtise, d'avoir un mot-clé qui ne s'était pas bien remplacé. Donc, quand on met Hello First Name, ça mettait Hello First Name. Donc, bon. Et, et du coup, je me dis, je vais demander à Nelly, qui est la responsable du marketing, de venir m'aider à vérifier que tout est OK, que les liens sont bons, qu'ils vont fonctionner et que je n'ai pas fait de bêtises dans ma publication, quoi, qui était dédiée au top 500, voilà, 500 clients, quoi. Et donc, bah, elle est là, je me souviens très bien, il me semble me souvenir que c'est elle qui appuie sur le bouton à la fin. Euh, Et en fait, assez rapidement, déjà, le premier truc qui nous alerte, c'est que dans nos boîtes mail à nous, on reçoit plein de mails, plein de mails, avec le titre du mail qu'on avait envoyé au client. Mais sauf qu'on l'avait envoyé au client, donc normalement, nous, on ne devait pas le recevoir. Et donc, on ne comprend pas trop. Enfin, elle comprend très vite ce qui se passe. Je vois une petite goutte de sueur qui perle sur sa joue. Et en fait, eh ben, pas de peau, pour une raison que je ne saurais plus expliquer. Le mail est parti, pas seulement à tous nos clients, à toute la base. Donc, ça fait 117 000 personnes qui reçoivent le mail. Et puis là, en fait, tu peux rien faire parce qu'il est parti, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de... Voilà, de toute façon, c'est fait. Donc, bah, le temps de paniquer 2 secondes, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on écrit au support client sur le Slack pour leur dire... pour leur dire, écoutez, c'est pas impossible qu'il y ait un peu de support. Voilà. Et en fait, donc j'ai mis une jolie tarte tatin. Et moi, j'avoue que personnellement, je trouve que c'est plutôt bon parce que il se trouve que rien de tout ça ne s'est passé. Après 24 heures, on a 40% d'ouverture sur le mail, donc 47 000 personnes qui ont ouvert le mail. Et seulement 35 replies, donc 35 personnes qui arrivent au support. Et c'est même pas toutes pour se plaindre, c'est même plutôt pour dire qu'ils sont satisfaits. Puis on a déjà 3000, même pas 3000 téléchargements, on a 3000 users logués sur l'application. On a déjà 21 reviews avec quasiment que du 5 étoiles sur notre objectif de 20-30 en 3 semaines, donc on est super content. On croise les doigts pour que ça dure. Et puis, 4 jours après, on a dépassé les 10 000 téléchargements. Nos 68 premières notes, c'est 67 fois 5 étoiles. On a 36 reviews écrites. C'est important d'avoir des reviews écrites aussi. Avec le temps, les gens d'ailleurs laissent de moins en moins de commentaires qui nous envoient beaucoup de love. Donc, on respire, quoi. On se dit, ok, bon, c'était pas comme ça que c'était censé se dérouler, mais finalement, tout va bien, quoi. Et je ne serai pas forcément là aujourd'hui. Donc c'est pour ça la recette de comment faire une application 5 étoiles. C'est la recette d'un gâteau qui est raté, quoi. En tout cas, ça n'a pas suivi la recette initiale, mais on avait quand même bien testé notre produit à l'avance. Par chance, c'est pas un draft qu'on envoie, c'est un vrai mail. Bon, il était censé être envoyé qu'à certaines personnes, mais donc bon, avec le recul, c'était pas si mal. Et puis du coup, juste pour conclure, maintenant, vous donner un peu des nouvelles, parce qu'entre-temps, donc moi j'ai passé le bébé. Sur les 8-10 mois qui ont suivi la release, on a très peu mis de ressources pour faire évoluer l'application. Des bugs fixes relativement mineurs, des évolutions relativement mineures. Par contre, depuis l'été dernier, il y a une squad dédiée qui s'est montée pour ajouter le compte pro dans l'application. Donc le compte bancaire, voilà. On a eu le rebranding aussi, donc on a mis le nouveau design sur l'application. Et si on prend 2 secondes pour se questionner sur OK, ça fait 15 mois que l'application est sortie, est-ce qu'on a eu l'impact attendu? Si on regarde les volets satisfaction client et contribuer au succès du modèle freemium. Donc je me suis reposé cette question là à l'occasion du meet-up. C'est toujours compliqué parce que j'ai été confronté beaucoup à ça quand
j'étais sur les thématiques de satisfaction client, c'est que la satisfaction client, par exemple, c'est la somme de plein de composantes. D'ailleurs, on a bien vu au début du talk que toutes les personnes, on n'avait pas d'application mobile et pourtant ils étaient hyper satisfaits. Et l'inverse est sûrement vrai, donc c'est pas évident de relier une initiative précise à l'outcome final, et pourtant c'est vrai que ce serait bien de le faire. C'est si on regarde du côté de l'usage, on peut se dire, franchement, on a plus de 50 000 téléchargements, on est toujours, comme l'a dit Com, les mieux notés sur le store, et on n'a plus du tout de clients. Enfin si, c'est pas vrai, on en a encore quelques-uns qui nous disent faites une application mobile, mais bon, de ce point de vue-là, on serait tenté de se dire que c'est un succès, mais c'est toujours important de se dire on a une application mobile dont les gens sont contents et so what. Voilà, c'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions. On va juste passer un petit micro pour comme ça on enregistre les questions aussi bien que les réponses. Ça marche. C'est professionnel chez Indie là. Merci. Bonsoir. Merci pour la présentation. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Avant d'ouvrir la porte des enfers par erreur, donc de faire la tarte tatin et en arrosant le mail à toute votre base, et donc de prévenir le support en fait qu'il risquait d'y avoir un petit afflux, est-ce que vous avez formé le support en fait sur l'application? C'est-à-dire en interne, une fois que l'application était prête, est-ce que vous avez eu de l'évangélisation ou de la formation pure et dure dessus? Ouais. Donc nous, la bonne pratique quand on publie des nouveautés comme ça, c'est que, je pense d'ailleurs, c'était indiqué sur le Slack, on met toujours le lien vers une doc Notion qu'on prépare avec le tutoriel en fait de comment ça fonctionne. Donc ça, c'était déjà prêt. Effectivement, dans certains cas, ça nous arrive de livrer et de construire cette documentation après. Mais là, en l'occurrence, bienvenue au club. Personne n'est parfait. Et là, en l'occurrence, elle était prête, mais probablement incomplète. Et voilà, à part les démos et puis le fait qu'on avait sollicité toute la boîte pour dire allez tester. Donc, il y avait quand même des gens qui avaient testé, mais sinon. Ok, merci. Voilà. Salut, merci pour la présentation. Je voulais revenir sur le crash test que vous avez organisé ici. Ouais. Comment vous êtes organisé pour récupérer tous les bugs, de façon très opérationnelle, tous les bugs et les logs pour traiter ça à ZAP avec le max d'infos? Ça marche. Je vais répéter la question comme avait dit de le faire Stan, pour savoir comment est-ce qu'on a organisé le crash test en interne. Alors déjà, d'un point de vue pratique, nous, ce qui nous semblait important, c'est que nos clients, en fait, peuvent être dans différentes configurations, déjà de par leur régime fiscal, donc de par leur situation professionnelle, qui fait qu'ils peuvent voir des choses différentes dans l'app. Et donc, on voulait préconstruire des comptes qui balayent un peu l'ensemble des configurations existantes parmi nos clients. Parce qu'un des biais qu'on a quand on teste, en vrai, c'est humain, c'est normal. On a tendance à toujours tester la même chose, la même configuration, qui est la configuration principale. Et donc, on avait pré-créé des comptes qui étaient prêts à distribuer. Donc, en fait, on avait même attribué à des gens, voilà, toi, tu vas tester ce user, voilà le login et le mot de passe qu'il faut renseigner. Parce qu'on tu testes sur une pré-prod, donc on avait pu pré-créer les comptes en pré-prod. Et ensuite, pour collecter, donc, on avait fait une database Notion, que j'ai retrouvée. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu voir qu'il y avait eu 20 bugs et 70 suggestions d'amélioration. On avait créé une database Notion pour l'occasion. Comme ça, c'est notre outil. Les gens connaissent, c'est facile d'aller mettre des screens, etc. Puis ensuite, c'est vachement facile de mettre un statut et de le basculer dans un backlog. Donc tu leur demandais de détailler à chaque fois qu'ils constataient quelque chose? Exactement, au maximum, les détails qui semblent utiles pour la compréhension. Et puis nous, en fait, toute l'équipe, on était debout autour quand il y avait un truc. Généralement, ils levaient la main, donc on allait voir. Voilà. Merci. J'aimerais revenir sur la phase
de conception au niveau des maquettes. Ouais. Et de ce que j'ai compris, c'est que vous avez développé le logiciel en fait presque en parallèle que la conception des maquettes. Pourquoi ce choix? Ouais, donc pareil, je reformule la question. Pourquoi avoir choisi de faire la conception en parallèle de la réalisation? Ça, c'est une bonne pratique à laquelle on est assez attaché chez Indie, c'est d'impliquer les développeurs au maximum dans la conception. Déjà, ça fait gagner du temps, parce qu'en fait, quand tu arrives avec une belle grande spec, surtout sur un scope aussi vaste qu'une application mobile, tu arrives et tu dis, bah voilà, bam, c'est ça le cahier des charges, les maquettes, vous en avez pour 8 mois, allez-y. Bah déjà, c'est pas très bien perçu parce qu'ils ont un peu moins leur mot à dire. Et quand tu parallélises, ça leur permet, eux, de leur côté, de potentiellement découvrir des choses qui vont porter à ta connaissance et dont tu vas pouvoir tenir compte dans ta conception, justement. Parce qu'en fait, c'est le travail du produit, c'est que tu as tout le temps plein d'arbitrages à faire entre peut-être deux solutions qui vont pouvoir résoudre le problème. Et toi, tu t'imagines que celle-là, c'est la meilleure, mais si les développeurs viennent te dire tu sais quoi, il y a aussi celle-là, et elle va nous coûter 8 fois moins cher, tu vas te dire ouais, bon, ok. Donc ça permet aussi de faire ce genre d'arbitrage plus tôt. Ça donne beaucoup d'ownership aux équipes tech, finalement, de se dire eux, ils connaissent les enjeux, le problème, tout n'est pas encore ficelé et ils peuvent commencer à avancer et ils ont leur mot à dire pour co-construire avec le produit. C'est aussi de manière pragmatique, si on ne faisait pas ça, on diminuait nos chances d'être OK pour la deadline, quoi, parce que finalement, c'était à la fois lointain et super proche, quoi. On savait que ça allait être un gros chantier et au plus tôt on commençait, au mieux c'est. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Salut. Deux petites questions. La première, c'est par rapport au bandeau que vous n'avez pas sur iPhone là, pour pouvoir créer un compte. Est-ce que vous savez combien de users ça vous fait perdre de ne pas avoir ce bandeau de gens qui téléchargent l'application et ne se connectent jamais à cause de ça? Et la deuxième, c'est vu que vous avez 60 salariés ici, pourquoi vous n'avez pas fait voter tout le monde pour avoir 5 sur 5 et 60 notes dès le premier jour? Alors, donc je vais reformuler les deux questions. La première, c'est est-ce que je sais combien de volume d'utilisateurs ça nous fait perdre de ne pas avoir le bandeau sur iOS? La réponse est non, je ne le sais pas. Je me suis reposé cette question en construisant la présentation et très honnêtement, je ne le sais pas. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait voter nos salariés pour aller mettre des 5 étoiles? Alors, philosophiquement, c'est assez dark pattern, et donc, tant qu'à faire, on aimerait essayer, mais sache que dans le plan qui était établi, il y avait si le plan A ne se déroule pas, alors on passe au plan B, et sinon on passe et c'était quand même un truc qu'on s'était gardé sous le coude, au cas où, mais dans l'idéal, on ne voulait pas le faire. Voilà. Il me semble qu'il y a une question par ici. Il y en avait une là-bas. Va falloir parler fort. Merci. Ouais, j'ai une voix qui porte, je pense que ça va aller. D'abord, bravo d'avoir livré quelque chose de qualité dans les temps. Ça, il faut quand même préciser que c'est quand même très pour vous bon. les techs. Moi, j'avais une question sur l'orga de l'équipe. Ouais. J'ai vu qu'il n'y avait pas de PO. Que côté produit, du coup, j'imagine que c'est toi qui portais tout. Déjà, est-ce que ça va? Ça va, j'ai arrêté de le faire. Voilà. Comment tu t'es organisé en fait pour endosser ce rôle-là? Et puis j'avais une autre question sur toute la phase de discovery. Quels sont les outils que tu as utilisés? Est-ce que tu as utilisé, est-ce que tu as mesuré aussi l'impact côté business, parce qu'on a vu l'impact côté utilisateur. Est-ce qu'il y avait aussi des enjeux côté impact business? Voilà. Ok, il y avait plusieurs questions, je vais essayer de toutes m'en souvenir et si jamais ce n'est pas le cas, je reviens vers toi. La première, c'était de mémoire qu'il n'y a pas de PO dans l'organisation et donc du coup, tu te questionnais par rapport à ça. Alors, chez Indie,
il n'y a pas de PO, c'est vrai. Et en fait, la manière dont on fonctionne, alors ce n'est pas une obligation et c'est un peu très légèrement à géométrie variable en fonction des équipes. Mais moi, la manière dont je fonctionnais avec mon équipe, c'était que toute la partie, par exemple, je ne participais jamais au daily, j'ai créé aucun ticket Jira. Je considérais que moi, mon job, c'était d'aller transmettre le pourquoi est-ce qu'on le fait, le besoin, d'aller creuser les sujets utilisateurs, mais l'organisation au quotidien, de savoir qui va travailler sur quoi, qu'est-ce que tu as fait hier, de prioriser les tickets. C'est quelque chose qui est porté par le lead dev. Donc le lead dev est super impliqué dans la delivery. C'est lui, en fait, qui au quotidien fait les arbitrages de est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va là. Parce qu'effectivement, sinon, j'aurais pas bien vécu la chose, parce que ça aurait été juste impossible. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la première question. La deuxième question, c'était quoi déjà? Il y en avait 3, non? Ouais, c'était les outils côté Discovery. Les outils pour faire la Discovery, sur le côté priorisation, je pense que j'ai pas mal expliqué comment on fonctionne pour faire émerger les meilleurs sujets. Après, on passe beaucoup par des interviews, surtout parce que quand on a une matière comme ça assez facilement explicable, le volet quantitatif finalement il est assez bien adressé par les analyses qu'on fait avec Harvester. Donc principalement des interviews et après en conception de la solution, on va regarder, on a fait tout un benchmark pour aller regarder plein d'applications. Je les avais toutes téléchargées dans un onglet dédié de mon téléphone pour bien regarder ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien, c'est quoi les notes qu'il a lui sur le store pour voir un peu. Voilà, principalement. Je crois que ta dernière question, c'était sur les impacts business. C'est ce à quoi j'ai voulu répondre en disant que c'est assez dur de relier une initiative qui finalement est une composante parmi plein d'autres à un impact business final. Donc très concrètement, si on se parle de la stratégie freemium, alors je pense que c'est même pas l'objet du talk aujourd'hui de savoir si c'est un succès ou pas. Mais dans tous les cas, c'est assez dur de relier les points parce que en fait, il y a beaucoup de composantes pour savoir si les clients vont aller franchir la demi-marche restante ou pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu l'application mobile ou en fait c'est parce qu'ils ont un accompagnement 5 étoiles de la part du service. Donc c'est assez dur. Donc c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est en fait non, je ne vais pas annoncer un impact business de l'application mobile et c'est pour ça que j'ai conclu d'ailleurs en disant so what, si vraiment on essaie de s'ouvrir vraiment honnêtement, on a une application mobile qui est utilisée par beaucoup de gens et qui en sont satisfaits. Mais voilà. Encore 2 questions. Je commence par là, puis on fait... Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une question sur la phase de build, pendant la conception et même encore aujourd'hui. Dans les fonctionnalités que vous avez présentées, c'était essentiellement des fonctionnalités qui existaient déjà sur le web, j'ai l'impression, à la phase de création. Et comment vous avez fait en fait? Est-ce que vous avez des contraintes pour les adapter au mobile? Et est-ce que vos équipes techniques, du coup les développeurs qui travaillent sur le projet, en fait, avaient la liberté d'aller modifier le back, forcément sur des fonctionnalités qui étaient portées par d'autres squads? Du coup, est-ce qu'il y avait des problèmes de dépendance un petit peu sur ces fonctionnalités-là? Ouais, donc du coup, je vais reformuler la question aussi pour tout le monde. Est-ce que durant la phase de build, on avait des contraintes, notamment des dépendances à d'autres équipes? Il y avait d'autres sous-composantes à ta question. Bonne question. Encore une fois, moi, je suis resté assez loin de ces considérations techniques qui étaient vraiment entre les mains des techs. Ça, après, c'est une question de fonctionnement chez Indie. C'est que le PM, finalement, en tout cas, moi, dans l'équipe, c'est comme ça que ça fonctionnait. Je restais assez loin de cette partie-là.
et je laissais les devs s'organiser, et donc je faisais porter vraiment ça par le lead dev. Donc je ne saurais pas vraiment quoi répondre à ta question. Oui, bien sûr, c'est un nouveau back-end qui a été créé parce que certaines fonctionnalités, quand bien même elles existaient sur le web, l'idée c'était de proposer une nouvelle UX qui soit meilleure, c'était l'objectif. Donc ça supposait de créer un nouveau back-end avec d'autres données. Et après, comment est-ce qu'ils se sont arrangés entre équipes, je passais leur tambouille. Ok, mais merci, je n'avais pas cette notion de nouveau back-end et du coup c'est quand même assez flexible pour vous après pour l'application. Il y avait un nouveau back-end et du coup c'est aussi ça qu'on a commencé à poser dès le début finalement, et pour ça il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des maquettes à un statut finalisé pour faire ça. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous nous avez dit que un des objectifs c'était de créer une ergonomie très différenciante sur le marché. Enfin, c'était un des objectifs de l'application. Donc j'avais 2 questions par rapport à cet objectif. Est-ce que c'était l'objectif du MVP de créer tout de suite cette ergonomie très différenciante? Et comment dans la phase de discovery, à partir du benchmark et des interviews que vous avez faites, vous l'avez mis en œuvre? Ok. Donc je vais reformuler la question. L'idée c'est que on voulait... alors je dirais pas qu'on voulait faire une UX différenciante, on voulait qu'elle soit au niveau des meilleurs. Donc, et la question c'était, est-ce qu'il fallait que ce soit le cas dès le MVP? Et donc, la manière dont on a voulu traiter le problème, c'est de dire, dans le premier périmètre, mettons peu de choses, mais faisons-le très bien. Et en fait, c'est un peu la démarche qu'on essaye d'avoir sur tous les sujets, partout chez Indie. C'est faisons d'abord quelque chose de petit, mais très bien. Et donc là où on savait qu'il y avait beaucoup d'attentes, c'était la gestion des justificatifs. Et donc ça, c'est pour ça que dès le départ, on a dû, pour le coup, c'était pas que mobile, c'était aussi même global pour la web app, ajouter des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir, justement, vous l'avez vu dans la démo, là, le petit scanner, aller faire de l'OCR, etc. Et ça, pour nous, c'était, voilà, il fallait qu'il y ait ça dans le MVP. Encore une fois, on ajuste, quoi. Et c'est pour ça que c'est pas mal aussi de paralléliser conception et delivery côté tech. C'est que les sujets où il y a potentiellement le plus d'incertitudes, ils peuvent être dégrossis assez rapidement dans le projet. Et donc, soit assez rapidement, on va me dire écoute, Boris, ton truc de scanner et de reconnaissance d'image, là, en fait, franchement, ça ne va pas le faire. Et auquel cas, on réfléchit. Mais là, pour le coup, c'était OK. Donc, voilà. Mais on ne voulait pas forcément faire quelque chose de différenciant. On voulait juste être au niveau des meilleurs, quoi. Une dernière? Ou tout le monde bon attend avec hâte l'apéritif peut-être? Allez, une dernière. Alors, merci. Moi, je me pose la question, si c'est moi qui n'ai pas compris, mais est-ce que finalement, vous avez réussi à identifier les problématiques concernant les 2 appareils OnePlus? Parce que je m'interroge si c'était vraiment côté design, c'était pas responsive le truc, ou est-ce que c'était vraiment pur dev? Ouais, donc la question c'est est-ce qu'on a résolu le problème côté OnePlus via de la tech, ou est-ce que c'était une histoire de design? C'était effectivement de la tech. Alors, de mémoire, parce que encore une fois, donc moi j'étais côté produit, donc j'ai pas forcément le détail, mais de mémoire, in fine, c'était pas que les OnePlus 6, mais bon, il se trouve que parmi les gens qui utilisent l'application, il n'y avait que celle-là, mais c'était lié au notch qui est l'encart en fait qu'il y a dans l'application. Bon, c'est un peu flou parce que c'est surtout les devs qui ont traité le souci, mais voilà, une fois que c'était identifié et qu'on avait les logs, en fait, c'est assez simple, hein. Tu vas sur Google, tu tapes exactement le log du crash, tu arrives sur un équivalent de Stack Overflow. Donc, bon, ils ont résolu ça côté tech, quoi. Mais il n'y avait pas de problème de design, quoi. C'était un bug comme ça, tu comprends pas. Eh bien, écoutez, On est bon ? merci.